bienvenue à cette dernière conférence, du moins au rendez-vous santé Rosemont. Donc, la dernière conférence de la journée, mais non la moindre, aura pour thème le réseau de la santé, 3 petits points, vraiment public. Donc, Banque mondiale, austérité et marchandisation des soins de santé et des services sociaux. Pour présenter ce thème, nous avons la chance d'accueillir M. Jacques Benoît, coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé, coalition provinciale qui regroupe une trentaine d'organisations syndicales, communautaires, féministes et religieuses. Depuis sa fondation en 1991, la coalition défend les droits de la santé pour tous les Québécois. Donc, je vous laisse, on accueille chaleureusement M. Jacques Benoît, dernier conférencier de la journée. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Alors, je vais y aller avec mon texte parce que j'ai 45 minutes qu'on m'a dit et il faut que je rentre là-dedans. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça fait que, vous m'entendez plus? M'entendez moins? M'entendez-vous mieux? Comme ça, c'est correct? C'est bon? Ah. On y va? OK. La Banque mondiale, c'est une organisation dont les actionnaires sont ces 188 pays membres, représentés en général par leur ministre des Finances ou leur ministre du Développement. Ils se réunissent une fois par année à l'Assemblée annuelle des gouverneurs du groupe Banque mondiale et du Fonds monétaire international. En 1997, moins de 10 ans après les années Reagan aux États-Unis et Thatcher au Royaume-Uni, la Banque mondiale a publié un rapport sur le développement dans le monde intitulé « L'État dans un monde en mutation ». Ce rapport rendait compte des transformations de l'État dans les pays membres. Et ces transformations allaient dans le sens d'ouvrir au marché les services publics, de libéraliser les marchés publics. Et le rapport recensait les moyens utilisés pour y arriver. L'économiste Sylvie Paquereau a regroupé ces moyens en 6 stratégies. Le défaut ou le manque de ressources, la décentralisation et régionalisation, la déréglementation, la tarification, la communautarisation et la privatisation. Là, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de ça? C'est parce que, voyez-vous, toute l'action du gouvernement actuel, du gouvernement à Québec, qu'on l'appelle austérité ou rigueur, comme aime bien le dire M. Couillard, ça n'a pas grand-chose à voir avec la santé des finances publiques, mais ça a tout à voir avec l'objectif d'ouvrir au marché nos services publics. À preuve, cette citation du ministre Coiteux, rapportée par le journal Le Devoir du 17 octobre en 2014, où il disait « L'opération de révision des programmes dépasse largement l'objectif du déficit zéro et vise un repositionnement de l'État. » Si vous croyez que ce gouvernement-là ne sait pas où il s'en va, on va voir ça maintenant. C'est pourquoi mon exposé va s'intituler « Banque mondiale, austérité et marchandisation du système public de services sociaux et de santé, le plan caché. » Mais avant toute chose, prenons connaissance ensemble des propos de notre charmant premier ministre, Philippe Couillard, lors de sa première allocution à l'Assemblée nationale lors de son élection. Il disait, je le cite, « D'ailleurs, je me plais à comparer la pêche au saumon et la vie politique. » Comment? Ben, d'abord, il faut choisir la bonne rivière, le bon moment, les bonnes conditions d'eau. Pas trop haut, pas trop bas, pas trop chaud, pas trop froid. Et oui, vous avez raison, la bonne mouche. Alors, si on envoie la mouche sèche qui flotte sur la rivière, l'adversaire, ou plutôt le saumon, va se manifester de façon très spectaculaire et sortir brusquement de l'eau. C'est toujours très émouvant, mais parfois, il va manquer la mouche. Tandis que, si on y va de façon plus subtile,
avec la mouche qu'on qualifie de mouillée ou noyée, qui est sous l'eau, bien là, il y a moins de mérite parce que le saumon, il se fait tout seul. Je pense qu'il y a des leçons politiques dans ces deux façons de pêcher à la mouche. Une est plus spectaculaire, mais moins sécuritaire. Par cette parabole, Philippe Jésus Couillard venait d'expliquer comment son gouvernement allait s'y prendre pour mener à bien ses intentions. Ces projets de loi auraient toujours, ou presque toujours, un côté mouche sèche, flottante, pour attirer notre attention spectaculaire, mais qui toucherait seulement une partie de la population. Et pendant qu'on va tous la gang focusser là-dessus, son côté mouche noyée, en dessous de l'eau, celle qu'on ne voit pas, celle qui va passer sous le radar. Puis pendant que tout le monde sera focusé là-dessus puis en dessous, cette mouche noyée-là, ben c'est celle-là qui va s'attaquer au bien commun. Ça sera ça le plus important du projet de loi, mais ça va passer sous le radar sans qu'on s'en aperçoive, puis on va se ferrer nous-mêmes tout seuls, comme un saumon. Au cours de la présentation qui vient, je vais vous rappeler cette image de la pêche au saumon, gardez-la en tête. Parce que ça va vous aider à analyser et à comprendre le puzzle des différentes lois qui s'accrochent les unes aux autres pour former le casse-tête de la marchandisation du système public de services sociaux et de santé. Pièce numéro 1 du puzzle, la loi 10, celle qu'on appelle, qui modifie l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales. Stratégie de la Banque mondiale, décentralisation ou régionalisation. La loi 10, c'est une loi cadre pour le réseau public. Elle réduit les 182 établissements existants à 34. Le ministre dit ça va améliorer l'accès aux services, diminuer la bureaucratie, puis faire des économies. Par cette loi, le ministre se donne tous les pouvoirs. Il devient le principal décideur de toute question, locale, régionale, nationale. Il contrôle tout, la prestation, le prestataire de soins et services. Il nomme ou démet les personnes responsables. Aucune contestation possible. Les conseils d'administration des nouveaux établissements, ils sont nommés par le ministre, avec une majorité de membres indépendants. Ça, pour comprendre cette notion-là de membres indépendants, il faut lire le mémoire de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui dit que la Fédération ose croire que le ministre saisira alors l'occasion d'inviter davantage d'entrepreneurs à siéger au conseil d'administration, insufflant ainsi davantage d'entrepreneuriat dans la gestion. Dans son communiqué de presse, la Fédération va encore plus loin. Elle dit « D'un point de vue de développement économique, les entreprises peuvent profiter des marchés publics pour prendre de l'expansion. Dans les fonctions susceptibles de faire l'objet d'une sous-traitance concurrentielle, la Fédération indique notamment les fonctions auxiliaires comme l'entretien ménager ou les services informatiques, mais aussi les chirurgies d'un jour ou encore l'hébergement et les soins de longue durée pour personnes âgées. » Ces fusions-là d'établissements, là, cette régionalisation qu'ils font, ça entraîne une rationalisation des services. Eux autres, ils appellent ça une harmonisation. Mais une harmonisation, là, ça se traduit par une diminution des soins et services parce que la mesure qui sert d'étalon pour harmoniser, c'est tout le temps la plus petite des heures service qui est dans tous les établissements. Puis ça, là, ça fait 1 an et demi que je le dis, mais la protectrice du citoyen qui a déposé son rapport il y a une semaine, elle a dit la même affaire. C'est ça qui se passe. Fait qu'on a donc une réduction d'accessibilité, un recours forcé au privé, au SBL inclus, ou alors ça augmente la charge des proches aidantes qui, je vous le rappelle, sont en majorité des femmes. Puis ces fusions-là, en plus, là, qui nous ont fait encore une fois, là, ça va à l'encontre de l'évaluation qu'avait fait le ministère lui-même des premières fusions en 2004.
Vous vous souvenez, en 2004, il y avait un ministre des... Comment il s'appelait le ministre de la Santé en 2004? Ah oui, Philippe Couillard. Le ministre de la Santé en 2004, Philippe Couillard, il avait fusionné des CLSC, des CHSLD et des hôpitaux pour faire des gros centres de santé et services sociaux. Les objectifs des fusions, selon M. Couillard, c'était améliorer l'accès aux services, diminuer la bureaucratie, puis faire des économies. La même chose que M. Barrette dit actuellement. Pourtant, 6 ans plus tard, en 2010, les fonctionnaires du ministère de la Santé évaluaient qu'il n'y avait pas d'amélioration d'accès aux services, que la surcharge de travail observée au début chez les gestionnaires était toujours aussi importante qu'avant, sinon plus, que la distance entre les installations complexifiait la gestion. Là, c'est bien pire, là, la distance qu'il va y avoir. Là. Que les membres du personnel se sentaient isolés et peu soutenus, que dans plusieurs C3S, la stabilité de l'organisation n'était pas encore gagnée, puis qu'il y avait un sentiment de confusion à savoir qui relève de qui et qui fait quoi, 6 ans après. Mais presque tous les sites avaient eu recours à des consultants ou à des firmes privées pour soutenir les cadres dans la gestion du changement puis dans la rédaction de textes, de documents stratégiques. En mars 2014, la Coalition Solidarité Santé, on a fait un bilan en assemblée publique de 10 ans de ces 3S. Un des panélistes invités à cette assemblée-là, c'était David Levine, l'ancien PDG de l'Agence de Montréal, la plus grosse agence du Québec. Bien, pour tout le monde qui était là ce soir-là, tout le monde, panélistes inclus, hein, les fusions de 2004 n'avaient pas tenu les promesses faites. Au contraire, elles avaient plutôt causé les problèmes suivants. Augmentation du pouvoir des médecins au détriment de la première ligne, perte de proximité des services, peu ou pas d'intégration ni de continuité des services, une approche populationnelle trop complexe, des coupures et des réductions de services, détérioration des services sociaux, des structures trop grosses et ingérables, un recul de la démocratie, un impact négatif sur le personnel et les relations de travail, une gestion inappropriée qu'on appelle la nouvelle gestion publique, et enfin, l'augmentation de la privatisation. 10 problèmes pour 10 ans de fusion. Ce dernier problème-là, l'augmentation de la privatisation, c'est le pire des résultats qu'on a vu se développer depuis 2004. Parce qu'on a utilisé des ressources du public pour développer des services privés. Contrairement au slogan du gouvernement de l'époque, vous vous souvenez, Charest qui disait « On va mettre le privé au service du public ». Bien, on a ainsi sous-traité des services d'entretien, de buanderie, d'alimentation, de fourniture médicale, des services à domicile, des chirurgies. On a utilisé des agences de personnel, des PPP dans les hôpitaux, dans l'hébergement. Bref, en 10 ans, la sous-traitance, la privatisation, l'économie-socialisation, la communautarisation et les PPP ont pris place et sont mieux implantés partout dans notre système public de santé et services sociaux. Puis en 10 ans, les budgets ont doublé. Ils ne devaient pas faire des économies qu'il avait dit. Puis la loi 10 du ministre Barrette, là, avec ses fusions à beaucoup plus grande échelle encore, va juste amplifier tous ces problèmes-là, privatisation incluse. On ne peut pas faire la même erreur 2 fois en toute connaissance de cause. Parce que la deuxième fois, là, c'est plus une erreur, c'est un choix. En commission parlementaire, le ministre il a dit il n'y a rien dans mon projet de loi pour la privatisation. Où c'est que vous voyez ça? Moi, je ne comprends pas ça. Pourtant, depuis plusieurs mois, les gens d'affaires, les chambres de commerce, les sous-ministres s'activent ensemble dans des colloques pour convaincre les gestionnaires du réseau de chercher des solutions du côté privé. Le 4 février, c'était un colloque santé au HEC. 2 semaines plus tard, c'était à l'UQAM, sur des coopératives de santé et système public. Il y a aussi, à tous les mois, des petits déjeuners mensuels, conférences du Conseil des entreprises en santé. Puis le 14 juin dernier, il y avait le sommet sur la santé organisé par lesaffaires.com, dont c'était la 2e édition. Ça se peut qu'il n'y avait rien dans le projet de loi du ministre pour la privatisation.
Mais moi, les voir aller toute la gang par courir comme ça partout, je pense que dans son projet de loi, il n'y avait rien contre non plus. Pièce numéro 2. Le projet de loi 20, favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée modifiée. Ça, là, c'est le fameux projet de loi que tout le monde dit, on va enfin avoir un docteur, un médecin de famille pour tout le monde au Québec. Stratégie de Banque mondiale, tarification. Ce projet de loi-là, il comprend 2 parties. La première, c'est la question des quotas. La deuxième, c'est la procréation assistée. Je vais revenir là-dessus, sur la deuxième partie tantôt. On va se concentrer tout d'abord sur la partie qui vise à encadrer la pratique médicale qui est rémunérée par la RAMQ en fixant des quotas de patients à prendre en charge par les médecins sous peine de diminution salariale pouvant aller jusqu'à 30 %. Tout d'abord, les quotas obligatoires pourraient avoir 3 effets. Premier effet, faire diminuer les services médicaux. Ah oui, comment ça? Eh oui. Parce que les médecins qui s'enlignaient pour une pré-retraite puis qui travaillaient plutôt à temps partiel, bien là, dans ce cadre-là, ils ne peuvent plus faire ça. Ils vont se voir leur salaire diminuer. Fait qu'ils vont probablement laisser tomber de travailler comme ça en pré-retraite. Et c'est la même chose pour les femmes médecins qui, pendant leur congé de maternité, parfois, y allaient à demi-temps ou quelque chose comme ça. Ils risquent tout simplement de laisser tomber. Point. D'ailleurs, c'est amusant parce que cette semaine-là, on a entendu parler d'un cas d'une médecin comme ça et qui pourrait aller jusqu'à la Commission des droits de la personne pour faire valoir ses droits en tant que femme. Puis là, le ministre, il dit, on va regarder ça, on va essayer d'arranger ça, de pouvoir, si on peut trouver une solution. Ça veut dire que ça existe. C'est là. Autre chose qui pourrait arriver aussi, c'est les médecins qui ne voudront pas voir leur pratique encadrée, contrôlée par des quotas. Par exemple, des médecins qui sont très conscients qu'il n'y a pas un cas qui est pareil, qu'il y a des cas qui sont plus lourds que d'autres, qui prennent plus de temps. Ce pas tous les cas qui prennent 15 minutes. Il pourrait bien dire, là, regarde, moi, je veux prendre du temps pour mes patients parce que je crois dans mes patients. Ils vont dire, moi, je démissionne, je sors, aller au privé. Je ne suis pas en train d'inventer de quoi, là. Ça se fait actuellement déjà depuis 2 ans. Il y a des médecins qui lâchent le public et qui s'en vont pratiquer au privé justement pour ça, parce qu'ils veulent pouvoir prendre le temps avec les patients. Un autre effet, faire augmenter les coûts. La vérificatrice générale, il y a à peu près 1 an, dans son rapport, a déploré 800 millions payés en trop aux médecins. Les fédérations de médecins sont sorties en disant « Non, on n'a pas été payés en trop. On a travaillé pour, on a vu plus de patients. » Ben oui. Il ne faut pas oublier une affaire, nos médecins, nos chers médecins, là, ils ne sont pas payés à salaire comme la plupart des gens sur la Terre. Là. Ils sont payés à l'acte, à la visite. Fait que quand tu vois plus de patients, plus de visites, plus de revenus, plus de réclamations, puis donc au bout de la ligne, ça nous coûte plus cher. Ah! Puis en plus, quand ils font plus de visites, plus de réclamations, ça fait aussi donc plus de tickets à checker, à envoyer à l'administration, plus de bureaucratie, plus de frais de bureaucratie. C'est encore plus de frais, mais pas nécessairement plus de services, ça. Troisième effet possible, causer une désassurance et une privatisation de soins et services. Pourquoi? Parce que si les soins médicaux ne suffisent pas, si tout à coup il y a un manque de médecins dans le public parce qu'ils s'en vont trop au privé, peut-être que le ministre pourrait dire « Je vais harmoniser les services sur le territoire. » On en a parlé tout à l'heure, c'était quoi l'harmonisation? On diminue les temps de service. S'il diminue les temps de service, ça va forcer le recours au privé. Puis si les coûts augmentent, puis qu'il n'y a pas d'autres ressources qui sont affectées par le gouvernement, il l'a dit, le ministre, pensez pas qu'on va en rajouter de l'argent, là. OK. Si les coûts augmentent et il ne rajoute pas d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des chances qu'il révise les soins et services qui sont assurés puis qu'il décide d'en désassurer. Et encore une fois, s'il désassure, on va se retrouver à payer
de notre poche pour des soins et services qu'on devrait avoir normalement gratuitement ou qu'on paierait de par nos impôts. Donc, on va remplacer cette affaire-là par une tarification puis par une privatisation. Puis pour que la procédure de désassurance soit plus fluide, hein, pour être sûr que ça fonctionne, là, le ministre et son gouvernement, là, ils sont assurés d'un autre rouage important. La pièce numéro 3, la loi 28, qui s'appelle concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours. C'est long de même, là. C'est une loi qu'on appelle une loi mammouth. Pourquoi? Parce qu'elle contient plein de trucs sur toutes sortes de sujets qui ont une seule chose en commun. Ils sont liés au budget et à l'application du budget qui a été déposé. Stratégie de la Banque mondiale, tarification. La loi 28, on en a surtout entendu parler par l'augmentation des tarifs en CPE. Mais il contient aussi une section sur la santé avec un article plus important encore, dont on ne nous a pas parlé pantoute. Pêche au saumon, la mouche sèche, flottante, dont tout le monde a parlé, tous les médias, c'est la hausse des tarifs en CPE. Une question importante, bien importante, parce que ça concerne quand même une partie de la population, des parents qui ont des enfants en garderie et qui ont un salaire assez élevé. Alors c'est important. Mais la mouche noyée sous l'eau, c'est un tout petit article dont on n'a pas entendu parler, qui touche tout le monde, parce que ça attaque le bien commun. Le numéro 182, qui dit « Lorsqu'un service fourni par un professionnel de la santé cesse d'être un service assuré, l'argent qui était prévu pour sa rémunération est exclu des ententes qui avaient été signées par son paiement. » Cet article-là, il annonce quoi? Il annonce une désassurance à venir. Au moins une, en tout cas. En avez-vous entendu parler de cet article-là? Non, hein? Ni vu ni connu, hein? Noyé, en dessous de l'eau, hein? Puis cette désassurance-là, là, elle a déjà commencé. Parce que je vous parlais tantôt du projet de loi 20 avec les quotas, puis il y a une autre partie dans le projet de loi 20. Mais l'autre partie, c'est la procréation assistée et de le désassurer en partie. En le désassurant, les fonds qui ont été retirés, grâce à cet article-là, ont été retirés des ententes avec les médecins qui étaient traités. Et voilà. Mais il y en a d'autres mouches noyées aussi. Par exemple, le 17 juillet, l'été, pas l'été qu'on vient de passer, il y a déjà un an, en plein été, le Devoir qui a rapporté une demande qu'avait faite le ministère aux établissements de revoir la pertinence des soins et services en santé physique afin de couper 150 millions. On explique dans l'article qu'on va aider les établissements à répertorier les soins et services qui ne sont plus pertinents. Saviez-vous ça, vous, que des établissements de santé ont fait plein de soins et services qui ne sont pas pertinents, qui ne servent à rien? Le 31 août, le réseau TVA annonçait qu'une commande du ministère avait été faite au réseau de couper 450 millions avant le 1er avril. Ensuite, le 7 octobre, c'est le Devoir qui disait que le Conseil du Trésor imposait au réseau de la santé d'autres coupes en plus du 450 millions. Ça se pourrait-tu que ce contexte-là de manque de ressources finisse par justifier une désassurance? C'est sûr que ça aiderait si on pouvait désassurer à la pièce, hein, comme morceau par morceau. Fait que, mettons, pièce numéro 4, le financement par activité, qu'on appelle axé sur le patient, mais que moi je nomme plutôt un prix pour chaque chose. Stratégie de la Banque mondiale, tarification. On parle ici de la façon de définir les budgets que vont recevoir les établissements de santé pour les services et les soins qu'ils donnent. Le ministre nous a dit il y a quelques mois qu'il allait faire ça en évaluant les coûts de réalisation des chirurgies dans des cliniques médicales privées. Puis qu'après ça, il utiliserait son évaluation pour servir de mesure étalon dans des hôpitaux publics. Entre vous et moi, là, quand on établit un prix pour chaque chose,
qu'on met en concurrence des prestataires puis leurs services, que le moins cher devient le meilleur, qu'on vise le volume plutôt que la qualité, quand le patient est vu comme un revenu plutôt qu'une personne qui a des besoins puis qui a besoin d'aide surtout, bien là, on n'est plus dans la santé, là. On est dans un marché. Puis c'est sans compter que quand on établit un coût pour chaque acte posé, ça n'apporte aucune nouvelle ressource dans des services. Mais ça peut faire augmenter les coûts administratifs puis la bureaucratie qui va devoir contrôler la saisie des données de chacun de ces actes-là. D'ailleurs, le groupe d'experts qui a étudié cette question-là pour le gouvernement, il en parle dans son rapport. Il dit que ça cause des problèmes suivants. Il dit que partout, ils ont étudié tous les pays où ça avait été utilisé, puis les problèmes sont ces jeux-là. Réduction des durées de séjour dans des établissements au détriment de la qualité des soins. Transfert trop rapide de la responsabilité des patients à d'autres établissements. Sélection des patients. Surprestation de certains soins. Segmentation des séjours. Codification à la hausse pour obtenir un remboursement plus élevé. Évidemment, c'est du financement. Fait que plus vite on sort le patient, plus vite on en fait entrer un autre, puis plus d'argent il rentre. Puis si on codifie son soin à la hausse, on met un code plus haut, on va avoir plus d'argent. Mais il n'y aura pas plus de soins de malades. Mais le rapport, il s'empresse d'ajouter qu'on peut gérer tout ça, là, tous ces problèmes-là, là, en augmentant l'administration et les contrôles. Avancer en arrière. On n'est pas en train d'avoir plus de soins ou de services. Là. Puis ça, l'augmentation des contrôles, ben c'est à ça que sert le projet de loi 92 que le ministre a déposé aussi au printemps. Que les médias ont dit, enfin, le ministre va donner des dents pour que la RAMQ puisse mordre les méchants médecins qui chargent pas correctement. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, le projet de loi 92, il sert à corriger à l'avance les mauvais effets que je viens de vous nommer là. Parce que pour parler concret, là, le nombre, vous savez, des données que la RAMQ, quand je vous dis que les médecins, ils réclament, parce qu'ils chargent à l'acte, ils font un petit papier. Hein, quand on va, qu'on fait chic-chic avec nos cartes, c'est un petit papier, ça. Le petit papier, il s'envoie là-bas. Là, ça remonte jusqu'à la RAMQ. Puis là, à la RAMQ, il faut qu'ils soient capables de gérer ça. OK. Savez-vous combien de réclamations par année les médecins font à la RAMQ? 55 millions de réclamations. Ça, 55, on pourrait dire 55 millions de petits papiers qui arrivent. C'est gérable, ça, hein? C'est gérable, ça. Puis, les transactions pharmaceutiques, c'est 220 millions par année. Fait voyez-vous, là, on n'a pas encore de financement d'activité, là, puis la Régie d'assurance maladie du Québec, il faut qu'elle gère ça. La vérificatrice générale, ça fait 2 fois qu'elle dit que la RAMQ, la Régie d'assurance maladie, n'a pas les moyens de gérer les réclamations. Elle n'a aucun moyen de pouvoir contrôler si c'est bon ou si c'est pas bon. Puis on va en rajouter encore. L'objectif du financement par activité, c'est de mettre en concurrence des prestataires puis leurs services. Suivant des accords de libre-échange, on entend parler des accords de libre-échange de ce temps-ci, là. Saviez-vous que suivant les accords de libre-échange, pour qu'un service public soit exclu des accords de libre-échange, il ne faut pas qu'il ait été offert en concurrence avec d'autres fournisseurs, ni sur une base commerciale. Bien, actuellement, là, c'est ça qu'ils sont en train de faire avec le financement d'activité. Conséquemment, le financement d'activité, c'est l'instrument budgétaire qui va faciliter la sous-traitance de soins et de services. Il va faciliter la désassurance et la privatisation. Puis il va en plus assujettir notre système public de santé aux accords de libre-échange. Puis là, on n'aura plus grand contrôle là-dessus. Pièce numéro 5, les supercliniques. Stratégie de la Banque mondiale, privatisation et tarification. Les supercliniques, même si on en connaît encore relativement peu là-dessus, on a déjà bien des interrogations avec ce qu'on connaît. Tout d'abord, ce qu'on a besoin, là, c'est le bon soin par le bon professionnel au bon moment.
ça se fait dans ce qu'on appelle des services de première ligne, des services généraux, des soins courants, accomplis par une équipe multidisciplinaire qui peut comprendre un médecin, oui, mais qui devrait y avoir aussi des infirmières, nutritionnistes, travailleurs sociaux, préposés, ergothérapeutes, etc. Tout ce monde-là qui travaille ensemble pour nous donner le bon service au bon moment quand on en a besoin. Puis j'ajouterais aussi que s'il y a des citoyens qui sont impliqués dans la structure, ça va rendre probablement le service meilleur encore. C'est ça que devaient faire les CLSC. Mais les fédérations de médecins, ils se sont opposés aux CLSC. Ils ont encouragé leurs membres à bouder les CLSC puis à mettre sur pied leur propre clinique privée pour conserver tout leur pouvoir puis leur rémunération à l'acte. Par la suite, les groupes de médecine familiale qui ont été soutenus par le gouvernement, ils ont contribué à consolider le réseau privé des bureaux de médecins, qui sont la majorité des groupes de médecine familiale. Puis le ministre, il va maintenant utiliser les groupes de médecine familiale pour faire des super cliniques, en leur greffant des services de prélèvement, de radiographie, d'échographie, pour en faire des espèces de super urgence, de mini-urgence, de super clinique urgence. Donc, finalement, ces cliniques-là, ils ne seront pas publics, ils vont être privés, puis ça va être des mini-urgences privées. Puis avec l'ordre qui a été donné au printemps de transférer des travailleurs sociaux des CLSC vers les GMF, puis les super cliniques, on peut dire que le ministre est en train de privatiser complètement nos CLSC. En transférant du personnel payé par nous autres, le public, sous l'autorité et le contrôle des médecins privés. Le devoir du 3 mars disait que 50% du personnel qui est transféré serait infirmier, 25% des travailleurs sociaux, puis 25% d'autres professionnels. Fait qu'on se retrouve avec des espèces de CLSC privés sous contrôle des médecins avec une offre de services à la baisse puis inégale dans les différentes régions d'une place à une autre selon le bon vouloir des médecins. Mais le plus important dans ces super cliniques-là, c'est ce que nous ont dit M. Couillard et Barrette en campagne électorale. Ils nous ont dit, souvenez-vous, dans ces super cliniques-là, les usagers vont pouvoir payer avec leur carte d'assurance maladie. Le mot important ici, c'est payer. Quand est-ce que vous avez entendu ça par le passé, que quand on allait à l'hôpital ou à CLSC, on payait avec notre carte d'assurance maladie? On n'a jamais dit ça. On payait? Ah ouais? Mais là, c'est sûr que si les cliniques, les super cliniques sont privées, que le financement est axé sur le patient, puis qu'il suit le patient partout où il va, bien, la carte d'assurance maladie, elle va servir de lien pour payer partout où le patient va aller, jusqu'à ce que le gouvernement décide de désassurer certains soins ou services, que là, le patient, il payera avec d'autres cartes. Hein? Vous choisirez, pardon, on en reçoit régulièrement des demandes, voulez-vous Visa, voulez-vous Banque nationale, voulez-vous, hein? Vous en aurez. D'ailleurs, le ministre déclarait il y a un an qu'à partir du moment où on a décidé ce qui est assuré et ce qui n'est pas, bien là arrive la question des frais accessoires. Les frais accessoires, il ne vient pas juste des abolir. Il n'a pas dit ça il y a un mois qu'il abolissait les frais accessoires. L'abolition, oui, il va les abolir, mais c'est parce que ça va s'appliquer juste aux services assurés. Il l'a bien dit. On abolit les prêts accessoires pour des services assurés. OK. Pêche au saumon. La moustache flottante. Comment polir son image publique en annonçant l'abolition des frais accessoires pour les services assurés, pendant que, rams, mouche noyée, tous les décrets gouvernementaux depuis les années 2000 qui ont modifié le règlement d'application sur la loi d'assurance maladie, ils débutent par ça. Attendu que le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer
parmi les services, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés. C'est déjà là. Alors que le ministre annonce ça ici, il a en main ce qu'il faut n'importe quand pour désassurer n'importe quoi. Ce qui va... On n'aura pas de frais accessoires, on aura peut-être des services ou des soins accessoires. Puis évidemment, des ressources déficientes, hein, un manque de ressources, ça aiderait, ça serait une bonne justification pour être capable de pouvoir désassurer. Pièce numéro 6, c'est les budgets provinciaux. Stratégie de la Banque mondiale, défaut de ressources. Cette pièce-là, c'est le point de départ, c'est la clé, c'est celle qui démarre l'action de toutes les autres, parce que c'est ça qui décide des ressources qui vont être en jeu. Dans le dernier budget de l'ITAO, on nous a annoncé une augmentation de budget de 2,4 %. Vous savez, sous le gouvernement Charest, il y avait un ministre des Finances qui s'appelait Bachand, qui avait évalué que ça prenait 5,6 % d'augmentation annuelle pour juste maintenir des services. Pas les augmenter, les maintenir. Quand l'ITAO, il augmente de 2,4 %, il augmente moins de la moitié de ce que ça prend pour maintenir des services. Mais on est chanceux parce que l'année d'avant, il avait augmenté de 1,4 %. C'était 4 fois moins. Puis pour être bien sûr que le défaut de ressources il soit maintenu, là, bien, il nous a annoncé aussi un abaissement de la cotisation des entreprises au fonds de santé, puis l'abolition graduelle de la taxe santé, sans la remplacer par d'autres choses. Fait qu'il va y avoir baisse de revenus. Puis le premier ministre Couillard a déclaré au mois de janvier, quand il a fait son remaniement ministériel, il a dit « Nous allons toujours continuer de dépenser moins que ce que nous gagnons, année après année. » Pas moi qui le dis, c'est lui, là. Ça va avoir un impact sur l'existence de soins et de services publics. En tout cas, sur leur accès, assurément. Puis ça explique sans doute une autre mouche noyée du budget de l'ITAO, l'abolition du commissaire à la santé et au bien-être. On a appris son abolition juste quelques jours après le budget. Ils n'ont jamais parlé quand il a déposé. Mais non. Le rôle du commissaire, c'est d'évaluer la performance du système de santé par rapport aux besoins de la population. Évidemment, si on veut diminuer les soins et les services et ne pas répondre aux besoins, on est tous de le faire disparaître. Puis là, ça va être moins de trouble. Ça se peut que ces rapports viennent égratigner un peu les actes du gouvernement. On a entendu, dans les dernières semaines, là, le ministre Barrette plaider pour un rehaussement du financement fédéral en santé, hein? Sous prétexte qu'il s'agit de compétences provinciales. On pourrait y dire que ça ne suffit pas d'avoir un champ de compétences. Hein? Encore faut-il l'exercer avec compétence, mais bon, ça c'est une autre histoire. Dans le contexte actuel, là, on peut soupçonner que toute augmentation de budget en provenance du fédéral, toute augmentation sans condition, va se traduire en baisse d'impôts en prévision des élections qui s'en viennent. Pas en argent de plus dans des soins et services. Non. Parce que voyez-vous, pour le ministre de l'ITAO et son gouvernement, là, le manque de ressources, il doit être maintenu parce que la solution, elle réside, comme il l'a déclaré lui-même, dans le fait qu'un service peut être livré autant par le secteur public que par un organisme communautaire que par le privé. C'est ainsi qu'on doit comprendre l'annonce récente du ministre Barrette d'un investissement de 22 millions dans des soins à domicile. Il a dit ça il y a le dernier mois. 22 millions. Ce sont des argents qui vont servir à augmenter l'offre privée, l'offre d'économie sociale en soins à domicile. Mais rien dans ces argents-là ne servira à augmenter les services publics. Pour ce gouvernement-là, là, il est préférable que chacun des secteurs publics, privés, communautaires puisse utiliser son influence pour faire valoir à quel point il est meilleur que l'autre à côté. Comme ça, arrive le projet de loi 56
sur la transparence en matière de lobbyisme. Ce projet de loi-là, c'est de la déréglementation. Là, il y a du monde qui vont dire, ben non, il y a bien plus de réglementation dans ce projet de loi-là. Non, 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 non. Pêche au saumon. Ce projet de loi-là veut assujettir tous les organismes communautaires comme des lobbyistes, comme étant des gens qui ont des intérêts particuliers. Au même titre que le lobby des banques, le lobby des pétrolières, le lobby des pharmaceutiques, il y aurait le lobby des personnes âgées, le lobby de l'aide sociale, le lobby des chômeurs, le lobby des femmes. Hein? C'est exactement pareil, ça. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens, mais ça attire l'attention de tout le monde. Ça, c'est le côté mouche sèche du projet de loi. Parce que le côté mouche noyée qu'elle est, c'est que si on veut traiter tout le monde sur le même pied, pourriez-vous nous expliquer, M. le ministre ou Mme la ministre, pourquoi le projet de loi exclut les établissements de santé? Pourquoi le projet de loi exclut les membres des CA, des administrateurs, des dirigeants et des membres du personnel? Pourquoi le projet de loi exclut tout le réseau d'éducation, universités, cégep, commissions scolaires, même les établissements privés? L'attaché du ministre a dit le commissaire, il ne voyait pas de problème, il n'a pas vu quoi que ce soit qui aurait nécessité que les autres aussi soient touchés. Ah bon? Vous souvenez-vous? 240 millions de dépenses en tableaux interactifs dans l'éducation, dans les écoles. Ça, là, il n'y a personne qui avait demandé ça. Puis il y a eu 240 millions de dépensés pour faire des beaux tableaux interactifs dans les écoles. Ça n'était pas du lobbyisme caché, ça. Le Journal de Québec, du 8 octobre l'année passée, il rapportait que le montant que les établissements de santé ont à leur disposition et sur lequel le lobbyisme caché pourrait s'établir, c'est 17 milliards de dollars. Hey, c'est pas mal d'argent, ça, je trouve. Autre mouche noyée, pourquoi l'article 11 du projet de loi exclut toutes les organisations et représentants des nations autochtones Kri, Naskapi et Inuit qui, par pur hasard, habitent le territoire qui est concerné par le plan Nord? C'est donc bizarre. Saviez-vous que le gouvernement voulait exclure ce monde-là de la loi sur le lobbyisme? Ça ne doit pas, hein? Mais non. Est-ce que le ministre et son gouvernement ont insisté là-dessus publiquement? Non, hein? Les médias dont tu parlais? Non, hein? Mouche noyée, sous l'eau. Encore une fois, ça attaque le bien commun. Puis assujettir les groupes communautaires, c'est pour les empêcher de pouvoir dénoncer ces affaires-là. Vous vous souvenez? Je vous parlais de ça au début. M. Coiteux, qui disait que l'opération de révision des programmes dépasse largement l'objectif du déficit zéro et vise un repositionnement de l'État. Bien là, on est dedans. Maintenant, on va résumer ça de façon graphique. Il me reste encore à peine 2 minutes. Alors, attention, attachez bien vos trucs, on part. On a un système de santé qui est sous l'autorité du gouvernement. L'objectif du gouvernement, c'est d'ouvrir au marché le réseau public de services sociaux et de santé. Libéralisation, privatisation. Pour ça, il utilise 6 stratégies qui ont été répertoriées par la Banque mondiale en 1997, soit le défaut, manque de ressources, la décentralisation et régionalisation, la déréglementation, la tarification, la communautarisation et la privatisation. Décentralisation et régionalisation, c'est la gouvernance décentralisée et régionalisée par la loi 10 sur les fusions d'établissements. Un défaut de ressources par une augmentation de dépenses de 2,4 %, bien en dessous du 5,6 nécessaire au maintien des services. Puis pour maintenir le défaut de ressources, baisse de cotisation des entreprises, puis abolition de la taxe santé. Tarification avec la technique de pêche au saumon, par la désassurance de services, la loi 28, la loi 20, le règlement sur les frais accessoires, le financement axé sur le patient, puis la loi 92 pour contrôler le tout.
La déréglementation, en libéralisant le lobbyisme auprès des établissements de santé et services sociaux, et encore avec la technique de la pêche au saumon. La communautarisation par la sous-traitance de soins et services aux organismes sans but lucratif. La privatisation par la sous-traitance de soins et services aux cliniques, aux entreprises privées et aux supercliniques. Et enfin, encore une fois, tarification via la sous-traitance de soins et de services. Ça, c'est le plan caché à découvert. Est-ce que vous croyez toujours que ce gouvernement-là ne sait pas où il s'en va? Moi, je pense plutôt que ce gouvernement-là sait très bien où il s'en va. C'est juste que sa destination, là, c'est pas la nôtre. Merci. Bravo. Merci beaucoup, M. Benoît. On a une période de questions, donc 15 minutes. Si vous voulez, Daniel va se promener avec le micro dans la salle. Donc, si vous avez des questions, juste levez votre main. Oui, madame, à l'arrière. Bonjour, M. Benoît. Nicole Laliberté du comité des usagers du C3S du CELTISDAY. Je vous ai entendu il y a à peu près 3... Quand on a fait effectivement, qu'on a fêté les 10 ans des C3S, la création des C3S, et j'apprécie beaucoup votre exposé aujourd'hui parce que c'est vraiment adapté à aujourd'hui par rapport à 2014. Ma question, c'est, une fois qu'on a compris ce que vous venez de nous dire en 1 heure, vous l'avez sûrement présenté à plein de places. Comment ça se fait que la population du Québec est encore à se demander puis à ne pas se positionner contre ce gouvernement-là et contre ces coupures-là dans l'ensemble des réseaux publics? Grosse question. Comment ça se fait? J'aimerais savoir la réponse. J'aimerais savoir la réponse magique qui ferait que je vous la donne, on sort du site, puis demain matin, on est tous sur le piton, puis on sait comment faire. Cette présentation-là, je l'ai fait une quinzaine de fois l'an dernier, dans différentes régions du Québec. Elle ressemblait un peu comme ici. Hein? La majorité des gens, je pourrais vous demander à vous autres, est-ce que vous aviez déjà vu ça comme ça, les choses? Ça ne doit pas, hein? Il n'y a pas grand monde qui vient présenter ça, là. Je suis le seul à transporter cette présentation-là. Hein? Fait que les gens, là, la première affaire, là, moi j'ai vu du monde là, en province là, qui m'ont dit, je repense à une madame à Roberval, dans le comté du premier ministre, qui a dit, « Monsieur Benoît, moi, j'ai toujours pensé que le gouvernement, il voulait mon bien. Mais à partir de votre exposé, maintenant, là, je ne serais plus jamais capable de penser ça. » Elle, c'est la première fois qu'elle voyait tout ça ensemble et qu'elle disait, « Mais je suis en train de me faire avoir, moi, là-dedans. » Je suis pas dit quand je prends ça comme terme, là. Et les gens, ils croient à quelque part à ce que le gouvernement leur dit parce qu'il a beaucoup de moyens pour leur faire croire à ça. Quand on fait des conférences de presse et qu'on parle à des journalistes, puis que les journalistes ne nous croient pas, il y a des éléments là-dedans, dans cet exposé-là. Je me suis astiné au téléphone avec des journalistes pour dire « Oui, c'est là. Je n'ai jamais vu ça. Mais on vous l'a envoyé, l'article dans le projet de loi. Il est là. Ils ne me croient pas. Je les envoie par courriel. Ils ne me reviennent même pas. Ils ne me reviennent même pas pour dire « C'est vrai, vous avez raison. » C'est comme si ça lui paraît trop gros. Pourtant, oui, c'est gros, mais ça ne l'est pas tant que ça. Quand on le décortique, là, morceau par morceau, puis qu'on voit comment chacun vient jouer son rôle, une fois qu'on a compris ça, là, après ça, on ne regarde plus les autres lois, les autres projets de loi, puis leurs déclarations de la même façon. La question des frais accessoires, quand il a annoncé la question des frais accessoires,
moi, je me suis attardé tout de suite à qu'est-ce qu'il dit exactement. Quand il a dit « abolir des frais accessoires pour des services assurés », le mot-clé était « assuré ». À partir du moment où il désassure des choses, c'est plus là. Et ça ne tient plus. Il faut être capable, il faut s'habituer, il faut développer les réflexes. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on ait ce réflexe-là, toute la gang. Quand on les écoute, être capable de comprendre ce qu'ils disent vraiment. Parce que ça commence d'abord par là, comprendre. Une fois qu'on a compris après ça, je dirais, il y a des élections. On ne va quand même pas dire parce qu'on va tout bloquer, là, mais en tout cas, il y a des élections. Théoriquement, on a un système démocratique. Alors, faisons ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut arrêter, surtout, c'est de croire sur parole. Surtout quand quelqu'un qui a été président de la Fédération des médecins spécialistes, qui a fait en sorte que le salaire des médecins a doublé pendant qu'il était là, vienne tout à coup nous dire, se présenter en champion des patients pour contrôler les médecins. Faites-moi pas rire, là. Faites-moi pas rire. Quelqu'un qui a quitté son poste avec une prime d'1,2 million. Le 0,2, c'est pas 2 $, c'est 1,2 million. Il ne viendra pas se poser comme étant le champion des gens qui sont dans le besoin. Une autre On va question? passer, oui. Bonjour, monsieur. Moi, je ne m'y connais pas en chiffres, OK? Puis, mais je comprends le principe, puis je me dis que je ne suis pas la seule à ne pas s'y connaître en chiffres. Disons qu'on suit les personnes qui nous semblent le plus près de nos besoins, comme Ossan, Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que les autres sont du même avis que vous? Gabriel, il sait ce que je défends. Dans la gang de Faut qu'on se parle, il y a aussi Alain Vadeboncoeur. Alain sait très bien ce qu'on défend, nous autres. On travaille, Alain, il fait partie, lui, d'une organisation qui s'appelle Médecins québécois pour le régime public. Okay. Ils sont quelques centaines de médecins, de bons médecins, qui sont regroupés dans cette organisation-là et qui veulent le maintien du régime public et qui récemment sont sortis dans une lettre dans la presse disant que dans la négociation qui s'en vient avec les médecins, ils sont prêts à accepter, eux, une diminution salariale à condition que l'argent soit réinvesti dans des soins et services. Alors, Alain, il connaît cette affaire-là, il partage ce qu'on avance. Il y a une préoccupation de plus que j'entends pas non plus. Je pense aux immigrants. Moi, je me dis que ces immigrants-là, il faut leur faire la même place qu'à nous autres. Mais ils viennent de pays où il n'y avait pas tout ce qu'on a. Puis pour eux autres, même le peu qu'on a aujourd'hui, c'est déjà plus que ce qu'ils avaient. Est-ce qu'ils sont capables d'interpréter qu'on est en train de perdre du pouvoir, puis qu'eux autres même vont y perdre? J'ai comme le sentiment qu'on manipule l'information comme pour dire si les immigrants sont contents de ce qu'ils ont, ben on n'en veut pas parce qu'on est raciste. Mais en quelque part, il y aurait une information à ajuster à ce niveau-là. Ouais. À mon avis. Bien, vous savez, juste une petite affaire là-dessus. Le problème actuel au Québec, c'est pas le fait que les immigrants connaissent pas l'histoire du Québec avec ce qu'on avait et ce qu'on est en train de perdre. C'est pas ça le problème majeur. Le problème majeur, c'est que la population en général croit vraiment que le gouvernement n'a pas le choix. Le gouvernement a le choix. Quand ils disent c'est parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de finances publiques, pourquoi est-ce qu'ils travaillent uniquement sur les dépenses et jamais sur les revenus? Puis si vraiment ils veulent couper dans des dépenses qui ne sont pas des bonnes, là, pourquoi est-ce qu'ils ne transforment pas notre régime d'assurance médicaments en un seul régime entièrement public? Ils ont en main toutes les études qui ont été faites qui démontrent qu'avec ça, ils pourraient sauver de 1 à 3 milliards de dollars par année. Bien, 1 à 3 milliards de dollars par année, là, s'ils avaient sauvé ça, là, il n'y en aura pas de coupure dans les hôpitaux, il n'y en aura pas de coupure dans l'éducation et dans les écoles. On aura des soins et des services, et pour nos gens dans la santé, et pour nos enfants dans les écoles.
Ils ne le font pas, ils ne touchent pas à ça. Pourquoi? Parce que cet argent-là, il va dans les poches des pharmaceutiques, il va dans les poches des compagnies, il va dans les poches des pharmaciens. Mais on dit, mais puis nous autres, c'est notre argent, ça. Alors, s'ils veulent vraiment là, faire des vraies affaires, qu'ils travaillent sur des vrais problèmes, ils ne le font pas. Mais ils disent à tout le monde, par exemple, qu'ils n'ont pas le choix. Puis ça, ils nous le répètent sans arrêt. Fait que tant et aussi longtemps que l'ensemble de la population va croire ça, évidemment qu'on va continuer d'abord de les élire, puis deuxièmement, on ne se battra pas contre ce qu'ils font. J'ai une question ici. Lisa Larry, citoyenne, fait 38 ans que je suis dans le coin, fait que j'ai été très, très impliquée dans le milieu. Moi, je pense qu'il y a des comités comme le comité des usagers, la QDR, la FEDOC, puis tout ça, là, sont-ils informés assez pour dire on veut quelque chose, puis rassembler les gens pour faire des manifestations ou faire quelque chose parce que ça n'a pas de bon sens? Puis, en plus, il y a des subventions données par des levées de fonds, puis tout ça, là. Il y a de plus en plus, ma foi, c'est rendu des compagnies pour avoir de l'argent, des subventions pour le cancer. En tout cas, c'est monté partout. Fait que c'est-tu rendu des compagnies qui font de l'argent eux autres aussi, là? Parce qu'en quelque part, je pense que c'est plus le gouvernement qui paye pour les citoyens. C'est rendu qu'il y a des levées de fonds partout pour pouvoir arriver à des recherches. Ça n'a plus de bon sens. On est rendu socialiste au lieu de dire communiste. Excusez. Ce qui est un petit peu... ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on voit souvent dans des... ils font des téléthons, des trucs de même, puis là, on voit la Banque nationale qui vient donner un chèque d'1,5 million ou 2 millions, puis tout le monde applaudit pour dire « Ah, vive la Banque nationale! » C'est parce que si la Banque nationale payait ses impôts, là, ça allait payer tous ses impôts au lieu d'en sauver une bonne partie dans des paradis fiscaux, là, on n'aurait pas besoin de faire de téléthon. Là, je parle de la Banque nationale, mais je parle des 6 grosses banques canadiennes, là, qui ont toutes des filiales dans les Bahamas, dans les îles Caïmans, dans des paradis fiscaux, qui font en sorte qu'il y a une grosse partie de leur argent. Puis là, je parle pas de 2-3 millions, là, on parle de plusieurs centaines de millions là, qui s'en vont là-bas. Là, puis qui ne reviennent pas ici. Ou quand ils reviennent, bien, comme ils ont été taxés là-bas, ils ne peuvent pas être taxés ici. Ben non. Puis au bout de la ligne, nous, on n'a pas cet argent-là dans nos finances publiques. Fait qu'à lui faire bien, ça lui fait belle jambe, eux autres, de dire on donne 4 millions à la recherche pour le cancer ou 4 millions pour, je sais pas moi, la dystrophie musculaire. Ben oui. S'il avait payé 200 millions, mettons, d'impôts, on n'aurait pas eu besoin de faire des téléthons. On serait sauvé bien des problèmes. Puis peut-être qu'on aurait de l'argent pour faire de la recherche sur des bonnes affaires. On va passer à une dernière question. Il y a un monsieur ici à l'avant, donc Daniel s'en vient. Vous allez connaître son nom, en tout cas. Oui, mon nom, c'est Marius. C'est au sujet des transferts en santé d'Ottawa pour 2016-2017. Quels sont les montants? Parce qu'on entend parler qu'il y a une baisse de 6 à 3 des transferts en santé. Les ententes qui avaient été faites par le gouvernement conservateur sur une dizaine d'années. Là, quels seraient les montants transférés? Bien, c'est parce qu'il y a plusieurs questions là-dedans, dans cette affaire-là. Quand la loi de l'assurance maladie a été comme établie au Canada, parce que c'est d'abord le Canada qui l'a établi, puis ensuite les provinces ont comme fini par l'adopter, puis tout ça. À cette époque-là, le fédéral il finançait 50% des budgets nécessaires pour les programmes. OK? Actuellement, je pense qu'il est à 18 ou 19 % parce que, sous le gouvernement Trudeau, entre autres, ça a commencé là, puis ça n'a jamais cessé de diminuer. Ils ont diminué la portion d'argent qu'ils envoyaient aux provinces pour être capables de payer en santé. Alors, on est passé de 50 % à, c'est allé jusqu'à 14 % je pense. Puis là, ça a remonté. On est à 18, 19, quelque chose comme. Les gouvernements provinciaux actuellement demandent à ce que l'augmentation de transfert d'argent du fédéral, ça peut atteindre 25 % des coûts en santé et services sociaux. Pour ça, il faudra qu'il augmente
pas mal plus que ce qu'ils donnent actuellement. Ça, c'est un élément. C'est une chose qu'il faut comprendre. L'autre affaire, c'est ce que dit et ce que fait le ministre actuellement, le ministre Barrette. Quand il vient dire que c'est le gouvernement fédéral qui fait en sorte qu'il met en danger notre système public de santé, ça, je dirais, c'est une demi-vérité. Parce que si vraiment, comme je le disais tantôt, si vraiment le gouvernement du Québec voulait vraiment s'assurer que le système public ne soit pas en danger, il s'arrangerait pour couper dans des dépenses inutiles. Des dépenses inutiles de 1 à 3 milliards de dollars par année pour des médicaments. Ça, c'est des dépenses inutiles qui coûtent des sous à l'ensemble de la province, à l'ensemble des gens, et qui, en plus, ne nous donnent pas de soins et services. Mais ça, il ne touche pas à ça. Il dit que le problème est au fédéral. Mais en fait, il dit toujours que le problème, c'est jamais lui, c'est toujours les autres. Hein? Fait que c'est un problème, le financement du fédéral, mais peut-être pas de la même façon que le gouvernement du Québec le présente actuellement. Je vous rappellerai, sous le gouvernement Charest, il y a eu à un moment donné un transfert d'un montant de 900 millions de monnaies qu'ils ont envoyé. Et Charest, lui, il a décidé que ce 900 millions-là, il le mettait en baisse d'impôts. Puis la raison qu'il a donnée, c'est bien, nous, on a déjà fait nos investissements en santé, fait que là, maintenant, on peut faire ce qu'on veut avec cet argent-là. C'est parce que, voyez-vous, c'est en santé que ça devait aller. Fait que quand il n'y a pas de condition du fédéral, moi je suis d'accord avec ça pour dire que c'est pas le fédéral qui a décidé de où c'est que l'argent doit aller. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord pour dire que c'est les provinces qui sont les plus proches des problèmes et c'est elles qui doivent... Mais le problème qu'on a actuellement, c'est que ces provinces-là, dont le Québec principalement, est en train de laminer, de détruire, de briser, de casser notre système public. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On peut-tu exiger du gouvernement fédéral qu'il prenne soin de notre système public de santé au Québec? C'est contradictoire. Mais en même temps, si tout à coup c'est le seul moyen qu'on a pour se protéger, on le fait-tu? Qu'est-ce qu'on fait? Dans un cas pareil, là, honnêtement, la FADOC a décidé, le printemps passé, de faire une poursuite sur le gouvernement fédéral pour exiger que le gouvernement fédéral abolisse la question des frais, des frais accessoires en disant si le ministre continue à les maintenir, vous devez retenir ces montants-là sur des transferts. Pourquoi? Parce qu'au gouvernement fédéral, il y a une loi de la Canadienne de la santé qui dit qu'il n'y a pas le droit d'avoir de frais accessoires. Donc, ce qu'il demandait la FADOC, il disait vous avez une loi qui dit ça, appliquez-la. Il y a du monde ici qui ont dit il ne faut pas faire ça parce que là, tu sais, c'est nous autres, le Québec, qui a le droit de décider ce qu'on veut. Oui, mais on peut bien, là. Mais c'est parce que c'est la loi canadienne qui nous permettrait de nous protéger. On va-tu la refuser? On va-tu cracher dessus? On a trop nos problèmes fédéraux provinciaux, mais à un moment donné aussi, on a nos problèmes à nous autres. Le monde en bas, là, qui paye tout le temps et qui n'ont pas les soins et services. Il va falloir qu'on se défende avec les moyens qu'on a. Puis que quand les questions fédérales provinciales peuvent nous servir, mais qu'on les prenne aussi. Il faut qu'on prenne les choses qu'on peut avoir pour se défendre, sinon on se fait laminer d'un bord à l'autre. Là. Ça ne répond sûrement pas à toute votre question, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette question-là. Oui. Et on a la chance, M. Benoît va rester avec nous encore 30 minutes. Donc, à la cantine, si vous avez des questions, vous pouvez aller le voir. Et le rendez-vous santé est ouvert encore jusqu'à 18 h, donc il reste 1 heure. J'aimerais qu'on applaudisse M. Benoît pour sa présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous invite à rester assis 2 petites minutes. Donc, je vous invite à rester parce que les kiosques à l'arrière, ils vont rester ouverts jusqu'à 18 h. Donc, on a différents espaces et on remet aussi des pamphlets. Donc, ils peuvent vous donner de l'information sur les organismes du quartier.
Je débute le mot de la fin parce que j'ai beaucoup de monde à remercier. Comme vous savez, cet événement-là vient du comité santé, donc qui est de la démarche Décider Rosemont ensemble qu'on voit ici. Donc, ce sont des citoyens qui se sont impliqués pour organiser cet événement. C'est fabuleux. On a eu une très belle journée. Donc, je vais vous nommer les citoyens que j'aimerais remercier. Daniel Bouchard, Claire Gravel, Fernande Desjardins, Iliana Jasso, Annick Reynard, David Castrillon, j'essaie de ne pas me tromper dans les noms, mais remercier tout le monde, José Lambert, Karine Brunet-Laniel, Marie-Noël Dufour-Boivin, Salem Dagiovanni. Donc, si vous voulez rejoindre le comité santé, vous pouvez donner votre nom à l'accueil. Donc, il y a une feuille où vous pouvez transmettre vos coordonnées. J'aimerais aussi remercier les partenaires, donc les conférenciers qu'on a eus aujourd'hui et les partenaires, excusez-moi, les panélistes et les conférenciers qu'on a eus aujourd'hui et les partenaires financiers. Donc, dans les partenaires financiers, on a eu Jean-François Lisée et Françoise David, mais nos principaux partenaires financiers, le Centre intégré universitaire de santé des services sociaux de l'Est de Montréal et Rosemont Jeunesse en santé. Donc, qui ont aidé les citoyens et la démarche à organiser ce bel événement. Voilà. Donc, je vous invite à continuer et merci beaucoup à tout le monde et à tous nos bénévoles aussi qui étaient 21 aujourd'hui. Donc, voilà, merci beaucoup.